Alors, des possibilités et des orientations, après, c'est vous qui allez les définir dans le cadre d'un projet. Comme je vous ai précisé sur WhatsApp, il y a deux éléments qui sont importants, qui sont déjà, votre capacité à rédiger un dossier de conception détaillé sur les sujets qui peuvent être potentiellement intéressants. Quand je dis potentiellement intéressants, vis-à-vis d'un futur employeur. Donc, c'est votre capacité, à faire un dossier de conception détaillé précisant les informations sur, la structure organisationnelle, l'organisation de votre projet et les résultats attendus. Donc, c'est-à-dire à partir de la définition d'une structure organisationnelle, qu'elle soit alors intra ou intercompagnie, le but étant qui peut le plus, peut le moins. Donc, d'avoir une approche comme vous pourriez l'avoir dans une démarche projet, par exemple aujourd'hui, sur un projet que j'ai actuellement sur du cloud public. Le client, c'est Panier d'Essence qui va acheter une nouvelle entité qui s'appelle la Maison du Savon. Typiquement, ça peut être le cas pour vous, hein. Vous avez une structure existante, vous créez une structure avec votre entité société, une division, un magasin. Demain, vous êtes avec une deuxième division, soit sur une société tiers qui est dans le même système d'info et d'imaginer tous les cas de figure qui pourraient se présenter dans le cadre d'une avant-vente, hein. Vous êtes sur un atelier, on va vous poser plein de questions sur quelle est la meilleure solution. Bah, euh, c'est plus facile de proposer à un client toutes les solutions quand vous les connaissez. Si vous restreignez uniquement à, OK, le scope item, il y a le 1H0, par exemple, qui est l'intercompagnie domestique. Donc deux entités, deux sociétés, deux divisions différentes au niveau national, franco-français. Après, vous dites, vous avez aussi le 5D2, qui est le Advanced. Et donc, il faut se dire, dans quel cas je propose du 1HO et dans quel cas je prépare du 5D2. Donc, si vous êtes dans votre dossier de conception détaillé, vous avez défini une structure organisationnelle qui pourrait comporter une à trois sociétés, deux sociétés françaises, une société par exemple allemande, et de regarder l'ensemble des cas de figure qui peuvent se présenter si votre sujet c'est la gestion de l'intra ou de l'intercompagnie au sein du public cloud ou du private cloud, Très avec bien. les impacts sur les prix internes, les prix clients, les prix de session, voilà. Ça permet de prendre la main pour montrer ce qu'on a déjà fait. Et Ouais, la partie du décédé. ouais, voilà, on hésite entre spécifique à la division ou intersociété. Même principe, qui peut le plus, peut le moins. Vous devez prendre à chaque fois dans tous vos exemples les cas de figure que vous aurez lorsque vous serez face à un client qui va nécessairement avoir peut-être soit que des entités françaises ou éventuellement une entité qui peut être soit en Inde, aux États-Unis, et on a de plus en plus de cas de figure où on a des sociétés, même des PME françaises, qui sont sur du public cloud avec des velléités d'avoir un site au plus proche de leurs clients ou de leurs fournisseurs. Donc typiquement, ça peut être ce cas de figure-là, hein, de dire, voilà, on a une entité française et on veut être à l'export avec une société, je ne sais pas, en Inde, au Brésil, et surtout, en prenant des particularités sur le pays, vous allez peut-être tomber sur quelle est la fiscalité qui doit s'appliquer dans le cas de l'interco avec une société au Brésil, en Inde ou au Japon ou aux États-Unis. Vous voulez dire qu'on fait les deux propositions au client? Non, ça va être le client qui, lui, va être dans ce cas de figure. Je représente. Moi, voilà, j'ai un client qui me dit, voilà, aujourd'hui, j'ai une structure avec, une société française et deux, une société étrangère. Monsieur le consultant, qu'est-ce que vous me proposez de mieux pour mon organisation? C'est pas le client qui va dire, tiens, moi j'ai ces idées-là, mais c'est à vous d'être force de proposition, de dire, de poser le contexte. Et c'est ça qu'il faut que dans que j'expliquais dans WhatsApp, c'est de se dire,
Dans quel cas j'applique par exemple le 1HO? Dans quel cas j'applique le 5D2? Dans quel cas j'applique par exemple les flux avec uniquement du STO, des commandes de transfert? Donc voilà. Eh ben, la réflexion globale de l'équipe, là, elle arrive à ces deux organigrammes. Et on ne sait pas vers quel chemin prendre. Les deux sont bons. C'est pas après de savoir quel chemin prendre, c'est de se dire, est-ce que vous voulez faire un projet plutôt minimaliste avec je fais juste un HO? En soi, bah, c'est vraiment petit, hein, parce que moi, je vous ai envoyé la configuration. C'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à faire, hein. Ok. Dans le cas là, qui est en haut, Oui, si demain on intègre cette société allemande dans un scénario d'évolution, oui. euh, comment elle va traiter ses achats? On créera une nouvelle division, là, une nouvelle purchase organisation ici? Alors, c'est à vous. Alors, si tu es dans ce modèle-là où je vois deux organisations, tu es sur ce qu'on appelle une organisation décentralisée. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tu vas avoir une organisation d'achat, une division. Donc, D'accord. tu dois suivre une logique. Donc, tu auras nécessairement une organisation d'achat allemande. Parfait. Ça Donc, répond à la question? voilà, il faut toujours que vous posiez, c'est demain, si vous projetez, est-ce que vous êtes sur du centralisé ou du décentralisé? Si vous prenez l'hypothèse, vous pourriez très bien avoir une organisation d'achat européenne qui est rattachée à l'ensemble des divisions. Là, pour des clients, là, si je prends par exemple un des clients qui s'appelle AVA, ils ont une organisation d'achat centralisée, Europe. Et à chaque fois, c'est le modèle qui a été posé parce que le client a dit, voilà, nous, on a décidé que nos prix d'achat, quelles que soient les divisions, seraient portés au niveau de nos fiches info achat par uniquement la division. Après, ils peuvent gérer par exception sur certaines divisions. Mais en soi, encore une fois, le modèle que je vois, demain, tu as la société allemande, tu auras une organisation d'achat allemande. Ok. J'insiste sur le fait que plus vous vous appropriez les scope items, plus ça sera facile demain bah, d'être en force de proposition sur les scope items. De plus en plus, notamment sur le cloud public, ça va être votre capacité à dire, voilà, monsieur le client, par rapport au contexte que je vois, le contexte que vous me dites, je vois très bien le flux, par exemple, 5D2. Et d'expliquer pourquoi. C'est pas juste, ah ouais, je vois bien le 5D2 pour vous, pas juste faire une série de chiffres qui lui va vous regarder et dit, moi le 5D2, ça ne me parle pas, hein. Donc, et de lui dire, voilà, pourquoi on vous met le 5D2 en place? Toujours posez-vous la question pourquoi. Pas juste dire, ah ouais, Mickaël nous a dit qu'il existait 5 cop items pour faire éventuellement de l'interco ou du cross-company dans le cloud public. Ouais, d'accord. Et votre projet doit arriver à la conclusion suivante de dire, OK, le groupe maîtrise les différentes options qui permettent à la fin de dire l'ensemble des cas de figure qui peuvent se présenter, de savoir après, te dire, ah, je peux gérer une organisation centralisée, décentralisée. C'est pour ça que je vous ai poussé aussi dans le Learning Hub, le CBC, et ça peut être un très bon exercice pour dire, voilà, qu'est-ce que je crée comme organisation, et que vous maîtrisiez à la fois le CBC et également de le faire dans un bon SPRO classique. Vous allez voir, ce n'est pas du tout la même chose dans le CBC et dans le SPRO. Ok, pas de problème, on fera les deux. Mais c'est juste que là, on savait pas quelle est la meilleure option. Faites, voilà. Tu as la gauche, en fait, tu avais la réponse. À ta gauche, tu as mis une organisation d'achat, en gros, une organisation d'achat France. Alors là, là, tu as mis, ce qui est bizarre, tu vois, typiquement, je vois les deux organisations d'achat, moi, ça me pose un souci. J'aurais plutôt choisi, tu vois, tu as une division Paris et une division Marseille. Donc, tu aurais une organisation d'achat qui serait uniquement rattachée à ta division Paris et une organisation d'achat qui serait rattachée à Marseille. Ah, Tu vois, j'aurais plutôt tendance à créer une organisation d'achat France dans laquelle je rattache toutes mes divisions françaises. et c'est donc une purchase organization interdivision. Bah, elles sont rattachées à la même société. Donc, tu valorises, c'est au niveau de
Ce que tu as ici, tu vois, Novatech France, c'est très bien. Une organisation d'achat qui centralise, parce que de toute façon, ta division Paris, ta division Marseille, elle est rattachée à ta société française. Mhm. Oui. Oui. Donc moi, je mettrais une division, enfin, division Paris, Marseille, toutes les divisions, une organisation d'achat pour une société. Une société allemande, une organisation d'achat allemande, X société allemande rattachée. Ok, ça c'est bon. Paris et Marseille, c'est bon. Oui, sauf que moi, si je vois deux petits carrés, je suppose qu'il y a deux organisations d'achat. Ah, Moi, je vois on en met une en France et une en Allemagne. ouais, une organisation d'achat France, une organisation allemande. Parce que demain, ouais, ton client, il pourrait dire, mais pourquoi je vais mettre deux organisations d'achat c'est-à-dire que tu vas créer 50 divisions, tu vas avoir 50 organisations d'achat en France. C'est gênant. On est limité, on peut chez les organisations. Bah, le client, il va te dire, mais pourquoi vous faites ça? Pour la remontée des coûts. Bah, on ne gère pas les coûts au niveau de l'organisation d'achat. On va les gérer par l'analytique, non, c'est ça? Ouais, par Bah, l'analyse. l'organisation d'achat n'est pas un axe analytique pour la comptabilité. Tes pièces comptables, à aucun moment, il y a une organisation d'achat. Ouais, oui, non, non, mais si tu veux sélectionner quels sont tes centres, ouais, Oui, ton axe ouais, analytique, ouais, ça va oui, être ton centre de profit, ton centre de coût, ta société. c'est de la logistique plutôt le lieu où il est stocké. C'est ce que tu es en train de me dire, c'est ça? Ouais, mais après, à la fin, on te dira, on valorise. Donc, bah, ça va être au sein de ta division. Tu ne valorises pas au sein de ton organisation d'achat. Quand tu Ouais. regardes, tu as vu CCR d'un article. Donc, c'est société division. Donc, ça, c'est le plus important. Là, c'est un axe. L'organisation d'achat, c'est au niveau lorsque tu veux centraliser tes achats. Sauf si tu me dis, bah, je centralise pour une division. Alors, moi, tu peux le faire, hein, mais faut savoir après le défendre vis-à-vis d'un client. Moi, j'ai jamais fait. Alors après, il y a peut-être d'autres personnes qui l'ont déjà fait, mais à chaque fois, j'ai pu réfléchir. Je réfléchis à voix haute. Euh, non, alors c'était des secteurs. Après, ça pouvait être selon les secteurs. Donc, les seuls cas où j'ai vu ça, c'était pour de la beauty and home. Ils avaient au sein d'un secteur d'activité une activité beauty and home et pharmacie. Donc, ils avaient fait une organisation d'achat où ils rattachaient toutes les divisions en France pour la pharmacie et tous les autres pour la beauty and home. C'est uniquement si éventuellement, entre ton organisation d'achat Paris et Marseille, tu considères que tu as deux activités d'achat très différentes. Mais dans Voilà. une même société? Dans une même société, oui. Tu pourrais très bien avoir dans une société, là, c'était par exemple pour un groupe pharmaceutique. Le groupe était à la fois sur de la pharmacie et de la beauty and home. Ils avaient des entités à la fois sur de la pharmacie et de la beauty and home, et donc ils avaient géré en fait deux organisations d'achat au sein de la France pour bien ségréguer les activités des acheteurs. Parce que pour eux, ils fonctionnaient derrière une organisation d'achat, c'est un groupe d'acheteurs. C'est ce qu'on appelle une organisation d'achat interdivision. Après, c'est assez rare qu'ils faisaient des flux de transfert entre ta division beauty and home et ta division pharma. Que Ils nous, étaient oui, cloisonnés. Après, c'est ce qu'on appelle de l'intra-compagnie, parce que si tu fais des STO entre ta division Paris et ta division Marseille, bah, tu fais que de la cession à l'intérieur d'une société. Donc, tu ne vas pas facturer deux sociétés, enfin deux divisions qui appartiennent à la même société. on en parlait encore hier. Hein. Donc, dites à chaque fois, à l'intérieur d'une société, donc de l'intra-compagnie, vous ne facturez pas parce que vous cédez au sein d'une même société. Ok, pour moi, ça répond à mes questions. Est-ce que les autres ont des Mais points à préciser? j'insiste bien, vous pouvez mettre le schéma que vous voulez à condition que ça ait du sens. C'est ça le point important. Si un client vous dit je veux cette organisation-là, il faut savoir après arbitrer et lui mettre les avantages et les inconvénients. Et te dire, bah voilà, est-ce que votre organisation telle qu'elle est aujourd'hui nécessite, voilà. Et après, vous posez les conditions. Ce qui nécessite de savoir ce que fait une organisation d'achat. L'axe, par exemple, qui a été cité sur de l'analytique, est-ce que l'organisation d'achat est considérée comme un pivot, comme un axe analytique? Moi, je ne l'ai pas vu.
Division, oui. Société, centre de coût, centre de profit, voilà. Oui. Ok. Oui, bonsoir. Moi, j'avais juste un commentaire à ajouter. Ouais. D'expérience, j'avais cru comprendre des consultants achats en général qui limitaient au maximum les organisations d'achat. Donc effectivement, il faut que ça fasse sens. Il faut garder en tête que tu vas dupliquer toutes les vues des données de base et que enfin, tu vas l'étendre Ah bah en termes de maintenance, oui. sur chacune des vues, donc ça demande du travail. Et en fait, si tu étends sur autant de vues et qu'en fait c'est les mêmes données, pardon, c'est les mêmes données et les mêmes comportements, ça fait vraiment pas de sens. Donc il faut limiter en termes vraiment de volonté, de stratégie interne du client, en termes d'achat. Il faut qu'il y ait une logique. Et sans en dupliquer trop. Parce qu'en fait, ça va demander un travail dingue côté client, surtout s'il n'a pas des capacités en gestion de données de base très étendues, quoi. Quand vous gérez le point qui est important qui a été soulevé, au niveau de votre business partner, vous l'étendez sur l'organisation d'achat. Donc, si tu es, par exemple, division, tu en as 50 et que tu gères 50 organisations d'achat, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas créer un business partner, il faudra que tu gères 50 fois l'extension de ta vue. Donc, si c'est pour mettre à chaque fois 50 fois la même chose, là, tu te dis, là, c'est pas pertinent. Si à la question, si dans les 5, pour le même fournisseur, dans les 50 extension que je vais faire, je vais avoir 50 conditions de paiement différentes, pourquoi pas? Voilà, ces informations-là. Et encore, tu peux gérer ce qu'on appelle les données alternatives, et la donnée alternative peut être la division. Mais là, dans votre niveau de connaissance, on ne va pas aller jusque-là. Donc, on a plutôt tendance à dire sur de l'organisation d'achat centralisée, qu'il y en ait le moins pour qu'on ait une vraie arborescence qui soit facile à lire. C'est pour ça que pour simplifier, on a imaginé celle-ci, intersociété. Ça peut être aussi ça. Vous pouvez avoir une organisation d'achat centralisée, Europe, avec l'ensemble des divisions qui sont à l'intérieur. Ouais, Les j'ai deux, vu ça chez un client récemment. Ouais. Il n'y en a qu'une sur toutes les sociétés. donc on a souvent, ça peut être ça. Ça peut être une organisation, soit ce qu'on appelle locale, par pays, une organisation type européenne, avec des exceptions. Par exemple, moi j'avais un client, voilà, il avait des sites en Suisse, donc il avait une organisation suisse parce qu'elle était à part. Et donc parce qu'elle n'avait pas la même monnaie non plus. Donc tu vois, des fois, ça peut être lié aussi à ça, par la monnaie. Mais c'est plutôt centralisé. Partez plutôt sur quelque chose de centralisé. Bien. Ben voilà. Sujet numéro 2, chèque. Il est parti? Je sais pas. Ah, Ok, en attendant, je pense qu'on a eu pas mal de réponses très claires dans ce sens. On va approfondir et faire le choix. Sujet numéro 2. Ouais, sujet numéro 2, ça concernait sur le SAP Activate, oui. comment l'activer dans notre projet. Parce qu'on a déployé, on a fait l'extraction du processus par SAP, et c'est trop détaillé et c'est trop lourd ensemble. Apparemment, Ah, c'est trop lourd pour nous. c'est pas que c'est trop lourd pour vous, c'est une méthode d'implémentation d'un projet. Après, elle est très dense, il y a énormément de documents. Euh, déjà, faites déjà le DCD. Le DCD, après, vous permet de faire le Realize. Une fois que vous avez fait le Realize, à savoir, vous avez créé votre structure organisationnelle, vous faites la gestion de vos données bases et vous déroulez comme des UAT, hein, de tester les fonctionnalités du scope item comme si vous étiez un atelier. Donc, vous prenez le corpus minimum. Vous faites le dossier de conception détaillé. Vous avez le PV qui vous dit c'est tout bon, le client est d'accord avec vous. Vous faites soit le CBC et le STRO. Vous faites après la création des jeux de données pour faire les UAT, donc à savoir, je ne sais pas, le business partner, la fiche produit, un centre de coût, un centre de profit, les éléments nécessaires que vous avez tout simplement dans le scope item, et vous déroulez le scope item
sur la base, et exclusivement sur la base de la structure organisationnelle que vous avez créée et des master data. Et vous essayez de dérouler le processus jusqu'au bout. Et la question, c'était est-ce qu'on est on-prem ou public cloud? Déjà. Bah, de faire les deux, ça peut être pas mal parce que dans un CBC, dans le Learning Hub, vous avez la possibilité de créer celle-ci, ce qui vous permet quand même de savoir gérer ce qui est le plus important dans le CBC, à savoir la création d'une structure organisationnelle, de faire à l'identique dans le SPRO, et après plutôt de faire tout dans une solution on-prem déjà, parce que dans le public cloud, moi, je ne vous donnerai pas les accès sur le CBC du bac à sable parce que si vous cassez tout, ça va être compliqué. Donc, vous avez sur le Learning Hub l'accès au CBC, sauf que dans le Learning Hub, ils ne font pas à la fois un CBC plus l'accès avec les masters, enfin, avec la structure que vous avez créée. Dans la solution on-prem, qui est, encore une fois, la plus communément pour l'instant implémentée, beaucoup de clients ont énormément de mal à aller sur le cloud public. Ça va peut-être se décanter. Mais à chaque fois, je vous dirais toujours qui peut le plus, peut le moins. Donc l'idéal, c'est que vous sachiez maîtriser une structure organisationnelle en CBC, une structure organisationnelle dans un bon vieux SPRO, et que vous sachiez dérouler, au moins avec sur Fiori, bien sûr, les différents scope items sur la base de votre structure organisationnelle. C'est surtout ça le plus important. C'est que vous puissiez Donc, dire à partir de votre structure, de s'assurer que vous faites un flux end-to-end jusqu'à l'intégration comptable. donc le CBC que vous nous avez autorisé par le message d'hier, Oui, c'est uniquement pour qu'on voit la création de la structure. tout à fait. Que vous sachiez créer une entité société, que vous sachiez créer une organisation d'achat, que vous sachiez. Parce que là, ce que je vois, attention, si on est sur de l'intercompagnie type 1 HO, là, je vois que la partie achat, là, pour l'instant. Je ne vois Oui, je voilà, vois pas la partie sales. elle arrive. Voilà. Donc, il y aura la partie aussi sales. Oui. Et utiliser, par exemple, après, ce qui est pas mal, ce qu'on appelle les process flow. Typiquement, ça, j'espère que vous ne l'avez pas fait à la main, ça. C'est moi, j'avais quelque chose qui existait, je suis repartie de ce que j'avais. Moi, j'utilise Mermaid, M-E-R-M-A-I-D. Ça vous génère ça en automatique, c'est-à-dire que vous mettez dans une IA les informations. Peux-tu me générer un process flow, tadala, et il va vous générer, moi, les schémas que je publie, mais je les fais tout le temps avec l'IA, je mets mon petit prompt, il me fait ça en 10 secondes. Euh, donc, le Je ne vous dis CBC pas Public d'utiliser Cloud, Signavio, parce que Signavio, c'est sous licence. Et après, il faudra utiliser. Il y aura des consultants qui seront là-dessus, des consultants spécialisés Signavio. ok. Donc, hop, OK. Pauvre, division, OK. Organisation, sales, OK. Donc, en fait, c'est Sales Organization and Distribution Channel. Donc, c'est un couple orga plus canal de distribution qu'on rattache à une division. Et après, on crée un domaine commercial, qui est une orga, un canal, un secteur d'activité. Oui, là, je le ferai. OK. Un canal de distribution, donc commerce de détail, Internet, commerce de gros, et vous avez 3 secteurs d'activité. Faites déjà une organisation commerciale, un canal et un secteur d'activité. Parce que après, vous pouvez créer tout ça, ça permet. Et après, votre flux, est-ce que vous avez prévu, je ne sais pas, un canal qui serait intercompagnie? Est-ce que pour vous, il y a ou pas? Si, Paris et Marseille vont échanger. D'accord. On a certaines entreprises qui utilisent après certains des canaux qui sont identifiés. Et donc après, vous aurez des flux intercompagnie, OK, sa tablette, OK, OK, division Hambourg, division Marseille, OK. Après, je ne vais pas vous donner toutes les réponses, parce que le but aussi, c'est que vous soyez bloqué. Ok. Donc, C'est ça qui est le plus sympa.
c'est quand vous allez commencer à être dans les emmerdes. C'est là qu'on apprend le mieux. Ok, alors on va faire la structure. Et Plan pour comptable français, je suppose. Donc, vous avez un plan comptable français ou un plan comptable international? c'est la finance qui peut Alors, on va répondre. avoir un plan comptable français et on aura du coup une transco pour un plan comptable IFRS. D'accord. Notamment si vous avez les comptes allemands. C'est Bon, bah, ça. après, là, vous allez vous faire plaisir, là. Je suis Donc, pas un plan. sûre, mais on va essayer. Non, sinon, vous pourriez prendre un plan comptable international et après un plan comptable alternatif. Ah, il faut regarder. Bon, après, je vous laisse un peu chercher dans cette partie-là. Ben, si tu prends un plan comptable international, comment tu fais pour faire tes déclarations dans le pays? Parce qu'il faut bien que tu te réfères à la réglementation fiscale de chaque pays. Du coup, pour moi, j'avais un plan comptable dédié à chaque, enfin, au local. Et ensuite, on mixait les deux avec l'IFRS. Tu vois ça autrement? Ah ben oui. Mais je Eh, ne vas-y. dirai pas la réponse. Je ne dirai pas Merde. la réponse. Ok, je vais regarder. Voilà. Vous avez plein de groupes qui ne sont pas nécessairement franco-français et il faut pouvoir être dans une optique. Quel plan comptable eux ils choisissent, par exemple? On vous dit Prenez que par exemple Enachi, je suppose que alors, voilà, c'est une Non. entreprise qui est avec des partenaires, donc des PC, donc avec du hollandais, du français, de l'italien. Eh oui, mais t'es franco-français. Et tu as des groupes qui sont pas forcément franco-français. Oui, oui, oui. Non, mais là, enfin, je répondais à ta question par rapport à Voilà. NHI. Voilà. Et donc, si on avait un autre groupe avec une forte entité française, mais avec des filiales à l'étranger, est-ce qu'on fait une déclaration uniquement avec un CAFR ou on prend plutôt un INT et avec un plan comptable alternatif CAFR? Ok. Tu m'as un peu perdu, mais je vais regarder. Hmm. Donc, chacun voilà, doit prendre sa partie et se poser les questions. Si demain, voilà, vous êtes un client qui se pose toutes ces questions-là, qui dit, ah, je suis française, mais demain, qu'est-ce qui se passe si j'ouvre une succursale en Inde? Est-ce que je reste sur cette partie-là? Comment je vais faire mes déclarations en Inde? Comment je vais faire mes déclarations en France? Voilà. D'autres questions? Non, pour moi, c'est bon là. Je pense qu'on a fait le tour sur les 3 questions qu'on avait retenues. Comment est-ce Mhm. que les autres, si vous avez des questions, On avait une question, Michael, sur les jeux de données au niveau de la compta, tu sais, sur la reprise des données. Du coup, forcément, on ne va pas les créer. Enfin, déjà, normalement, on reprend de l'historique Oui. sur à minima 3 ans. Il faut que je crée l'historique ou on a des jeux de données qui existent quelque part qu'on pourrait à peu près se servir. Non, faites pas de reprise type de la balance, tout ça. Vous partez d'une société qui est vierge et qui va plutôt faire juste une intégration type, bah, tu sais, toutes les comptes généraux, centre de profit, centre de coût, mais aucune reprise de la balance. Donc vous partez d'une feuille blanche. Donc, tu repars quand même avec tes comptes de bilan ou pas du tout, ou même Non, pas. non, rien du tout. D'accord, Pas de rien du tout, reprise à historique. blanc. D'accord, Non, ok. bah, sinon vous allez. Voilà. Après, si vous voulez faire joujou avec le Migration Cockpit pour reprendre ces éléments-là, pourquoi pas, hein, mais il faut déjà avoir un jeu de données à charger. Ouais, c'est ça. Donc, hormis de se dire, je récupère les données d'un client et après, je le charge, mais je ne pense pas que tu auras l'accord d'un client pour faire ça. Oui, tout à fait. Ok. Non, je ne Déjà, savais pas s'il n'existait pas comme tu nous avais montré, je ne sais plus comment s'appelait ton outil pour créer des jeux sur des IBAN, par exemple, ou des numéros ouais, mais tu d'une n'auras pas série. de nécessairement. Si, il faudrait que tu te gères des lignes d'écriture dans un système où tu peux faire un export et après tu changes les informations, tu changes les codes société, le périmètre analytique. Techniquement, tu le pourrais. Dans une base de données que vous avez soit que vous avez dans la solution on-prem, bah, tu pourrais faire un export, mais après, il faut que tu le retravailles ton fichier. Mais à partir du moment où tu aurais bah, ça, tu extrais sur une année une balance et après, bah, tu changes tout simplement les données pour faire ta reprise.
Ok. On fera ça, oui. Déjà, si tu arrives à faire une reprise, enfin, intégration de toutes les données de base pour pouvoir dérouler correctement tes flux, ça peut être déjà être pas mal. C'est-à-dire que de s'assurer déjà que vous ayez une intégration comptable qui fait que tu as des jolies pièces comptables à la fin. Que quand tu vas mouvementer, que tu es sur tes mouvements de stock, tu aies une pièce comptable, ça tombe sur les bons comptes. Déjà, ça aussi, s'assurer que bah, tu aies bien tous tes comptes corrects sur des pièces comptables françaises. Et la Ok. même chose pour les comptes allemands. Bien. Avec ce qu'on s'est dit là, on va pouvoir avancer sur le décédé. Vous voyez, j'insiste aussi toujours sur ce point-là, votre projet, ça va être demain votre carte de visite à tous qui vous permettra de pouvoir dire, ah oui, je maîtrise la création d'une structure organisationnelle sur le CBC, sur le SPRO, je sais faire une intégration avec le Migration Cockpit, je sais réaliser un DCD, je sais faire des UAT, je sais faire notamment après, derrière, sur les UAT, vous allez nécessairement avoir des messages d'erreur. Comment les consigner, ces messages d'erreur? Comment éventuellement je structure pour dire, voilà, là c'est KO, et quelles sont les actions correctives? Et même principe là, on n'aura peut-être pas forcément le go live, mais derrière, bah, que vous ayez des flux qui fonctionnent correctement et de faire un petit bilan là-dessus. La méthode Activate, après, je ne vous demande pas de la mettre par cœur. La majorité des consultants ne la maîtrisent pas. Moi, y compris, s'il y a beaucoup trop de docs, je vois à peu près les 5 phases, ce qu'il y a dedans, les principaux documents que j'utilise. Oui, c'est mon DCD. Moi, c'est le DCD que j'utilise tout le temps. D'autres questions? Pour moi, Eh c'est bon, ben, merci. Oui. on reviendra vers vous avec la suite. Bonsoir. Alors pour donc les petits nouveaux qui nous ont rejoints, est-ce que vous avez des questions sur ouais. Donc Divin, question? Il y a une main qui s'est Euh, levée. Oui, oui. Bonsoir. oui. Oui, j'aimerais comprendre la nuance entre le DCD et le DCF. Ah, qu'est-ce que tu entends par DCF? Dossier de cadrage fonctionnel. Moi, je mets tout dans le DCD parce que dedans, tu as c'est Design and Conception, Documentation. Donc, dedans, tu as l'expression du besoin fonctionnel du client qui permet de savoir ce que tu dois faire en termes de paramétrage et quelles sont les priorités de ton client par rapport à ton expression du besoin. Donc, moi, je mets tout dans le DCD. Parce que démultiplier les documents, quand vous êtes sur une implémentation du cloud public, une implémentation en cloud public, c'est au minimum 6 mois, maximum 12. Plus vous allez produire de la doc, pendant ce temps-là, vous n'allez pas. Alors voilà, sur du cloud public, c'est encore plus vrai, c'est le client adopte et doit s'adapter. Donc, il va faire l'expression de ce besoin et à la fin, vous allez dire de toute façon, tout rentre dans les scope items. Si ça ne rentre pas dans les scope items, c'est de faire de la BTP. Donc, la conception fonctionnelle, lui, va t'expliquer ce que lui il fait, s'il fait de la sous-traitance, de la consignation, de l'intercompagnie, de l'intracompagnie. Est-ce qu'il a de la valo séparée? Est-ce qu'il est sur une ou plusieurs entités en France à l'étranger? Est-ce qu'il est sur de l'achat stocké, non stocké? Est-ce qu'il a de la production? Etc. Donc pour moi, tu peux faire qu'un seul document. Si après tu veux ségréguer, bah, il faut juste que tu saches ce que tu mets dans ton DCD et ce que tu mets dans ton DCF. Est-ce que tu as trouvé dans la méthode Activate quelque chose qui fait référence à un DCF? C'était une question. Allô? Oui, Oui, pour ma part. oui pour ta part.
Tu l'as vu sur un projet? Bon, oui, sur mon projet académique. Ah, ton projet académique. Oui, mais un projet dans la vraie vie, avec un vrai client. Bon, j'ai eu également à voir ou encore à effleurer un DCF dans l'entreprise de mon stage aussi. Mais est-ce qu'il faisait un DCD? Non. Ben, tu as la réponse. Peut-être que ce que eux faisaient un DCF, c'était un DCD. Mais dans la méthode Activate, c'est bien un DCD. À la fin, on peut l'appeler différent. Tu peux aussi avoir du FCD, fiche de conception détaillée. Tu as plein d'acronymes. À la fin, c'est de se dire, qu'est-ce que tu mets dans ce document-là? Il faut bien sûr que tu aies l'expression du besoin du client que tu recueilles, que tu le traduises en termes de conception, ce que vous faites là, que tu fasses référence au scope item. Donc, comme je vous l'ai montré, hein, je peux vous repartager hein, sur des vrais cas, hein, un peu là, écran, tac. Euh, hop là. Ben, on va regarder le dernier que j'ai fait. Euh, C'était lui. Tout le monde parle italien? PNP, Si. oui. Voilà. Pas moi. Donc voilà, un petit dossier de conception en italien. Donc je ne vais pas vous le mettre en italien. On va le faire dans ce cas-là en français. C'est gentil. C'est gentil, hein. Oh, bah, c'est bien. Donc, Design and Configuration Documentation. Donc on retrouve ici l'expression, donc ici, donc le version du document, la description globale du scénario métier, donc c'est-à-dire que le client a exprimé ce qu'il voulait, donc il a fait un ticket, une évolution, on recueille son scénario, on met bien tous les objectifs, voilà, donc avec tous les éléments, avec éventuellement la priorité, voilà. S'assurer que la règle ne perturbe pas les flux intercompagnies existants, voilà, toc. Après, on va solution, process, scope avec ce qu'on pense avoir dans le système, donc avec pareil, avec des règles pour s'y retrouver. Donc là, c'est sur donc un flux italien avec des idocs. Donc on est sur une solution sur du RISE, donc un private cloud, donc avec un flux italien, avec une évolution à faire sur des idocs. Donc on rappelle, voilà, l'idoc c'est un idoc standard, POF, TOC, tous les éléments, bah, toutes les règles de gestion. Si éventuellement vous avez aussi des règles techniques, bah, il faut les mentionner, de se dire bah, on identifie est-ce qu'il existe une classe, une body existante, un user exit, et dedans, bah, tu as tous les éléments. Et si tu as des rôles impactés, donc vraiment dans le seul DCD, la fiche de conception détaillée ou fonctionnelle, ah, peut-être dans ce cas-là, dans ton F fonctionnel, bah, tu ne vas pas mettre la partie technique. Mais pour moi, tout doit être dans le dossier de conception détaillée, c'est-à-dire l'approche fonctionnelle, l'approche technique, mais il ne faut pas que ce soit quelque chose qui soit trop technique, parce que vous allez, bah, si vous avez un PMO hein, ou un product owner, bah, il faut que ça soit parlant pour tout le monde. Donc c'est pour ça que le DCD, comme il est dans la méthode Activate, bah, il est bien fait, il structure avec l'ensemble des éléments. C'est-à-dire que vous allez avoir les versions, la description du métier, la description soit du CBC, soit du SPRO, et après la partie technique, et également bah, les OT que vous allez avoir, que ce soit dans un CBC ou éventuellement dans du SPRO, vous allez avoir un ordre de transport. Donc vous allez avoir toutes les informations. Et pareil, bah, aussi la structure organisationnelle, ce que ça implique. Donc, et aussi les rôles, et aussi les master data. Voilà. Donc j'ai listé toutes les informations. Donc voilà, demain, à quoi doit ressembler au plus juste. Après, le nom, ça pose pas forcément plus de problèmes, hein.
vous pouvez ségréguer. L'important, c'est que vous ayez un document dans lequel vous ayez le design et la configuration, dans lequel aussi on retrouve les éléments factuels du client. Une expression du besoin, la traduction de cette expression du besoin dans SAP au travers d'une conception. Et c'est que lorsque vous aurez l'aval du client pour dire on s'est bien compris, c'est bien ce que vous voulez, que vous pouvez partir dans la partie Realize. Tant que le DCD n'est pas soumis au client, tant que vous n'avez pas fait aussi une estimation, hein, c'est pareil, parce que là, vous allez dire, bah, je pense qu'il y en a pour 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Bah, peut-être que le client va dire, ah mais non, mais là, 50 jours, je ne suis pas d'accord. Parce que si vous êtes sur un projet au forfait, parce que vous le saurez au forfait, dans la majorité des cas, bah, il faut plutôt que bah, vous ne multipliez pas la doc, parce que si vous passez plus de jours à faire de la doc qu'à faire le projet, ça va être compliqué. Donc, il faut avoir des documents structurants. C'est ça qui est le plus important. C'est que si demain, ça ne se passera pas toujours très bien avec un client, bah, c'est ça qui vous garantira, vous dites, eh, mais monsieur le client, c'est ce qu'on a validé ensemble, hein. Regardez, là, dans le DCD, c'est bien ce que vous nous avez dit. Donc, c'est bien ce qu'on a fait. Voilà. Moi, je peux vous pousser des DCD. Donc, après, je vais plus les anonymiser. Bon, même si vous avez vu qu'ici, c'était pour le client AVA. Et voilà à quoi ressemble un DCD. J'en ai d'autres, hein. Qu'est-ce que j'en ai comme autre comme DCD? On va regarder ce que j'ai là. DCD. Euh, Afficher tous. Là, c'est toc. Là, c'est un DCD sur euh, panier d'essence. Donc là aussi, ça, c'est un client qui est sur du cloud public. Donc, toujours même principe, on retrouvera objectif business et bénéfices attendus. Bon, après, les intitulés, on peut éventuellement. Donc là, expression du besoin de la part du client, design de la solution, donc c'est ce qu'on veut mettre en place. Donc moi, je mets aussi les scope items, hein, sur le cloud public. Je dis voilà, on va mettre le J44, tout ça, pof, les éléments. Ah, là, le client lui a soumis et le client il nous a dit ah ouais, mais est-ce qu'il existe d'autres fonctionnalités? Je dis oui, il existe d'autres scope items, mais c'est soumis à licence additionnelle. Et on dit ah, bah, fais-nous un chiffrage sur les licences additionnelles, combien ça nous coûte. Donc, des fois, vous avez aussi les interactions entre sur du cloud public, vous allez avoir les scope items dans le corpus standard, mais aussi tous les scope items qui sont soumis à licence additionnelle. Et le client, il vous demandera après une cote. Il vous dira, bah, j'en ai pour combien si je prends ces licences additionnelles. Toujours même principe, expression du besoin, la partie configuration, avec éventuellement les liens sur les scope items. Et éventuellement, par exemple, ici, là, bah, avec l'objectif du flux. Moi, je fais toujours aussi une partie, hein, sur les données de base, si ça a des impacts, hein, comme Thomas l'a évoqué, c'est de se dire, bah, si on intègre une nouvelle division, voilà les impacts, ou une organisation d'achat, voilà les impacts. Il faudra prévoir à faire la reprise de tous vos business partners parce que ça a un impact sur la classification, par exemple, fiscale. Là, je suis en train de mettre le plan de top road pour un client. Bah, il va y avoir des impacts sur les master data. Donc, on prévient, monsieur le client, au travers de ce DCD-là, bah, vous allez avoir une reprise de la base existante à prévoir ou de la maintenance sur toutes les nouvelles fonctionnalités que vous allez avoir à cause de l'intégration, bah, je ne sais pas, d'une nouvelle organisation d'achat, de l'activation d'un scope item, etc. Ok. Donc, un DCD, c'est souvent, ça peut être une dizaine de pages. Voilà, souvent, moi, ça tourne à peu près sur une dizaine de pages. Et vous faites à chaque fois, soit vous faites un mouse DCD, ou vous essayez de faire un découpage. Il faut que ça reste quelque chose quand même de digeste, hein, pour le client. Michael, excuse-moi, est-ce que tu peux nous mettre un décidé sur le cloud? Ouais, bien sûr. Ok, super, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Moi, je peux mettre un DCD. Je peux vous mettre aussi à quoi ressemble un fichier, ce qu'on appelle aussi du AT. C'est-à-dire que certains clients, des fois, se disent, ouais, mais je teste quoi? Parce que de leur fournir des fois juste le scope item, le scope item, c'est très bien, mais on reste trop dans le chemin banalisé. C'est-à-dire que le client, lui, il a besoin de se dire, ah ouais, mais là, qu'est-ce qui se passe si je sors un petit peu du chemin? Donc, des fois, il aime bien que vous preniez en compte aussi, alors peut-être moins dans le cas dans le cloud public, mais plus le cas lorsqu'on est sur les solutions on-prem, c'est est-ce qu'il peut y avoir, notamment si vous venez, alors plus vous touchez des objets sur du SP, est-ce qu'il peut y avoir une régression dans le système? Donc prévoir les TNR, les tests de non-régression. Oui, on n'est pas là, mais oui, on l'a évoqué. Voilà. Donc c'est aussi important, hein, c'est votre capacité au travers de rédiger un plan de test, de savoir si vous avez compris. C'est-à-dire que le scope item, c'est vous recracher, enfin, je n'allais pas dire bêtement, vous recracher la méthode Activate. L'objectif, c'est aussi de vous challenger sur votre capacité à savoir rédiger un flux qui va être un mix de l'ensemble des scope items, parce que dans un même atelier, en scope item, souvent on dit c'est un atelier de 4 heures. Donc, c'est de devoir, des fois, dans un même atelier, de regrouper plusieurs scope items et de pas d'enchaîner et de faire un document qui va être capable de regrouper peut-être l'intégration du scope item avec hop, la partie comptabilité. Je fais mon scope item sur le flux cross et après, je vais avoir l'intégration avec la comptabilité, le lettrage et de regarder derrière mes postes non soldés. Voilà, des choses comme ça, ce qui permet de dire à un client, ah ok, donc je peux faire vraiment un end-to-end. Et pas juste silo, dire, bon, la logistique, tout ça marche, hein. Bon, la comptabilité, ils regarderont de leur côté. Il y a combien de groupes sur les projets? Parce que là, on a vu la partie il n'y a qu'un seul groupe, c'est que sur l'intra et l'intercompagnie, ou il y a d'autres personnes qui font un autre groupe. Il y a FI, il y a une partie FI, SD, et tout ce qui est manufacturing, et l'autre partie, et un autre groupe FI. D'accord. Parce que Manuf, c'est Manuf fabrication standard, fabrication process, fabrication répétitive. Parce que là, j'ai pas eu de question sur la partie Manuf. Et on est en train de vous rédiger le DCD, et D'accord. là, il est à 70% prêt. On le D'accord. finalise, et je pense qu'on va vous le soumettre dans les séances qui viennent, on va dire. Ok. L'idéal serait d'avoir tous les groupes qui communiquent entre eux. Est-ce que sur l'activité, c'est une activité purement retail avec que de l'achat-vente ou c'est un processus avec l'intégration avec une société qui va produire soit en process, soit en classique. Ça peut être pas mal, hein. C'est de voir comment est-ce que vous imbriquez les groupes ou vous êtes plutôt deux groupes avec vraiment, par exemple, le groupe là sur lequel on vient d'échanger plutôt sur une activité de retail, hein, achat, vente, intercompagnie, mais pas nécessairement avec des process de fabrication. On a de la prod. D'accord. OK. Il existe Euh, un scope item pour la structure organisationnelle, et si oui, lequel? Il n'y a pas de notion de scope item sur les structures organisationnelles. Ça n'existe pas. D'accord. Lui, le scope item, il va. Alors, la seule chose qui peut vous aider, hein, c'est à la lecture. Par exemple, si je prends comme là, j'ai téléchargé. On va dire, hein, c'est de la manuf. Donc là, c'est sur du process. Vous allez avoir ici master data. Ouais. Lui, ça peut vous donner un ordre d'idée où vous allez dire, ah ok, donc il y a une ou plusieurs divisions, une ou plusieurs organisations commerciales. Donc basez-vous sur les scope items, ça vous donne un ordre d'idée de comment ils sont structurés. C'est-à-dire que,
Voilà, il donne une division, les customers, les shipping points, une sales, le distribution channel, le secteur d'activité, un ou deux storage locations. Ils vont avoir un storage location pour les matières premières, les produits finis. Donc, ça vous donne une idée. La seule chose que vous allez trouver, non, vous n'allez pas trouver un scope item sur la structure organisationnelle. Vous allez des fois avoir ce qu'on appelle des parties sur de la config, mais pas forcément comme je l'ai envoyé sur le 1HO. Oui, Voilà, la 1HO, là, ce qu'on appelle le setup. c'est lui qu'on va prendre. J'étais en train de le regarder là. Voilà, le setup, lui, tu vois, il te donne éventuellement, voilà, il te donne des informations sur euh, préparation de la structure organisationnelle. Donc, tu vas avoir ces informations-là. Mais eux, ils vont te renvoyer sur, tu vois, sur les parties de roadmap. Tu vois, il va te dire d'utiliser la setup organisation structure app, ce qui correspond au CBC. Mais il ne va pas forcément te dire ça correspond à un scope item, la structure organisationnelle. Il va te renvoyer sur ça. Tu vois. Il va te donner des éléments structurants. Il va te dire voilà à quoi ça pourrait ressembler. Donc, ça vous donne des éléments pour créer votre structure organisationnelle. Bien. Tu vois, par exemple, ici, eux, ils ont créé une organisation d'achat qui était la 10-30. Une division, la 10-30. Après, ça peut vous dire, vous pouvez créer de la même façon. Une organisation d'achat, une division. Ou une organisation centralisée, une division. Là, ici, c'est des modèles prédéfinis donc, que vous pouvez réutiliser. Et là, il vous donne aussi toutes les informations. Et ça vous donne des éléments. Là, il vous dit, tiens, comment ils font les assignements. Voilà. Donc, vous, si vous dites vous créez votre société, basez-vous bien sur ces éléments-là. Vous remplacez le 10-10 par votre organisation ou vous reprenez à l'identique de ces informations-là. Sauf que vous risquez de trouver dans le CBC du 10-10 et déjà du 10-20. Voilà. Et pareil dans le SPRO. Vous risquez de tomber sur du 10-10, du 10-20, du 12-10. Voilà. Je répète une dernière fois pour qu'on soit bien clair, pour voir si j'ai bien compris. Mhm. On va faire notre structure à travers l'ES Pro dans On-Prem Oui, et à travers le CBC dans Public Cloud. oui. Et on va faire vivre notre société et nos exercices sur le Sur le On-Prem. sur le on-prem, tout à fait. Ok, c'est clair pour moi. Après, je vous conseille de faire déjà aussi un premier run de l'ensemble des flux, que ce soit dans le on-prem ou dans le public cloud, parce que si vous savez déjà dérouler correctement les scope items, quand vous allez avoir des messages d'erreur, ça fonctionnait beaucoup par comparaison, parce que des fois, les messages peuvent être circonstanciés, donc c'est-à-dire que vous allez regarder sur sa fourmi. Donc, point important, hein, comme vous avez un S-user, si vous avez un message, vous foncez tout de suite sur OSS. Sur Google, vous aurez des éléments, mais sur OSS, et si j'ai le message ME0738, sur OSS, vous allez avoir vraiment, vous allez dire, bah tiens, c'est un message que j'ai dans le private, dans le on-prem, sur le public, sur S4, tout de suite, vous allez avoir bah, les bonnes informations. Le S-user, ça vous donne quand même accès aussi à ça, à Subformi. On a bien l'intention d'utiliser, oui. Donc voilà. Donc, toujours, je le remonte bien, c'est parce que ça, c'est important quand vous faites à chaque fois, quand vous êtes sur un scope item, je vais sur Process Navigator, donc le S-user. Je pars du principe, je souhaite implémenter, par exemple, le scope item, hein, le 5D2. Donc, je me positionne. Je dis, bah voilà, par exemple, si c'est sur du on-prem, je vais choisir le Private Edition. Après, je me positionne sur les versions. Alors, vous, ce qui va se rapprocher le plus, c'est une 2022.
hein, parce que vous voyez, déjà la 2021, bientôt elle va devenir obsolète, on va bientôt passer sur une 2025. Pour l'instant, voilà. Pourquoi je dis la 2022? Parce que vous avez par rapport à la on-prem un trop gros, des fois il peut y avoir un trop gros écart entre une 2022 et une 2025. Des fois vous avez des apps qui sont deprecated entre les deux. Donc là je prends ça, après je regarde ici, bah, je cherche par exemple le scope item 5D2. Je tape 5D2. Donc, je vais arriver ici, je vais sur le scope item. Et dans la partie qui se trouve surtout dans Accelerator, vous mettez aussi par rapport au pays. Donc, c'est surtout ce PDF-là, hein. Le setup instruction, c'est là que je vous montre, hein, c'est celui-ci où vous avez ces éléments-là. Regardez toujours, vous avez ça, vous regardez dans le setup, le test script bah, qui va vous permettre de faire votre déroulé. Alors après, c'est si vous aviez la partie ALM, vous le mettre directement dans ALM, mais on n'a pas ALM. Donc cette partie-là, c'est typiquement si vous aviez les outils de suivi de SAP, sauf que c'est soumis aussi à licence. Et donc, voilà, tout le monde n'utilise pas forcément les outils pour enregistrer toutes les docs, tous les supports dans un outil Ça en parle qui dans est- Activate. c'est ça, tout à fait. Mais c'est encore aussi, c'est un petit coût supplémentaire et les entreprises ne vont pas forcément. Alors, c'est top, hein, c'est que tout votre déroulé de la méthode Activate, bah, vous mettez tous les éléments. Typiquement, bah, le fichier que tu as sur les scripts, tout ça, bah, tu le mets directement dans la partie d'ALM. On a décidé de le gérer avec Jira. Ouais, bah, c'est très bien aussi, hein. Bah, nous, là, voilà, pour citer par exemple les Nashi, on gère au travers de Jira, on va gérer les sprints, tout ça dans Jira. Donc, voilà, il existe plein d'outils. Moi, à chaque fois, hein, moi, pour tout ce qui va être la gestion des process, tout ça, moi, j'utilise voilà, les diagrammes via Mermaid. Donc, tous mes flowcharts, bah, là-dedans, où je pourrais faire mon Gantt, tout ça, je le fais là-dedans. Il est gratuit. Ah bah oui, vous avez une version qui est gratuite, hein. Ici, bah, quand vous mettez dans la partie code, il vous génère automatiquement. Moi, mon code, bah, je le génère avec une IA. Je dis, bah voilà, j'y fixe ces éléments, il me génère cette partie. Et après, bah, une fois que j'ai ça, je lui dis, bah, tiens, je veux faire soit un flowchart, soit un séquence, ou voilà, les différents éléments. Donc, c'est gratuit. C'est pareil, hein. Si vous voulez le coder, bah, vous pouvez très bien le faire. Ouais, il faut connaître comme sur du code HTML, hein, les balises. Et vous avez, voilà. C'est là que l'IA est pertinente. Vous faites le bon prompt pour lui dire, voilà, je voudrais faire un flowchart avec les éléments suivants. Et c'est un gain de temps, hein. Et c'est aussi important, c'est aussi ça. Vous pouvez vendre, c'est demain votre capacité à dire, je sais utiliser des outils pour faire un flowchart, pour faire un Gantt, utiliser Jira. Voilà, c'est pas juste dire, je sais utiliser ça, c'est de montrer que vous avez le panel complet du consultant moderne. Des comptes rendus d'utiliser une IA, savoir relire, parce que bon, l'IA, elle ne fait pas tout non plus, il y a des coquilles. Donc, voilà. Et d'avoir quelque chose de voilà d'aéré, d'avoir un dossier de projet qui est intéressant. D'ailleurs, hein, que je vous l'ai montré sur le DI, bah, franchement, il était béton, hein. Parce qu'on a fait le diagramme de flux, mais on a utilisé le Lucie Chat. Vous utilisez ce que vous voulez. L'important, c'est voilà, de maîtriser les outils. Moi, après, qu'importe, moi, je vous dis ceux que j'utilise. Moi, j'utilise par exemple celui-ci, il va très bien. Et surtout, par exemple, Gemini est bien interfacé avec Mermaid. Donc, par défaut, il positionne sur Mermaid. Est-ce que vous avez d'autres questions? Profitez-en. De toute façon, on se revoit demain, mais voilà, pour ceux qui ont besoin d'avancer. Et on va peut-être laisser aussi peut-être la parole aux petits nouveaux, s'ils sont toujours là. S'il est toujours là. Je sais pas s'il est encore là, Thomas. Oui, je suis là. Ouais.
Est-ce que tu as des questions? Donc, tu vois, tous les mardis et les mercredis, on se réunit entre 19 et 20 heures. Ça peut être des questions sur la projet, ça peut être le projet, ça peut être aussi tout simplement te dire, bah tiens, j'ai besoin, je suis bloqué sur le scope item 5D2, 1HO, est-ce que tu peux faire un déroulé? Donc, soit tu le mets dans le groupe WhatsApp et on fait de toute façon, je ferai de toute façon une vidéo que je mets sur la chaîne, ou ça peut être un vrai déroulé en live pour aller sur un cas particulier. Que ça peut être aussi sur des scope items qui sont en dehors du classique, hein. Moi, je sais par exemple, là, je suis en train de mettre en place l'IATP chez un client et le product allocation pour remplacer tout ce qui va être la gestion des BIC. Bah, typiquement, là, ça peut être un sujet que je peux montrer parce que c'est pas nécessairement ceux qu'on voit. J'ai fait aussi là récemment du service management. Donc, c'est typiquement des sujets qui sont pas forcément ceux qu'on retrouve de façon récurrente, mais voilà. Alors, si tu me dis de te faire une démo sur du Concur, tout ça, il faut avoir les environnements disponibles, mais c'est tout sujet que tu juges personne. Donc, 7 heures, le mardi et le mercredi, bah, elle est pour tout le monde. Donc, chacun a un droit de parole, ça peut être n'importe quelle question, tant que c'est en rapport avec les AP. Ouais, d'accord, ok. J'essaie de comprendre là. Moi, j'atterris aujourd'hui. Hein, je me Ouais, suis inscrit, je pense, hier. Donc, j'atterris aujourd'hui. J'ai compris que là, vous avez fait des groupes de pratique, c'est ça? Et vous faites un projet un peu live, vous simulez un projet c'est ça. un peu Donc, tu peux démo pour rejoindre que un groupe, pour hein, qu'on. donc, Ouais, ok. voilà. Donc, c'est n'importe quelle personne peut participer au groupe. Après, tu peux prendre tes marques et voir comment ça se déroule, parce que de toute façon, bah, il y a des personnes qui intègrent au fur et à mesure. Donc, tu vois, tu as accès donc, via le Learning Hub. Donc, donc j'ai ouvert deux sessions, un sur tout le cloud public. Donc, ça te permet d'avoir accès à tous les scope items, y compris ceux sous licence additionnelle, le CBC et deux environnements bac à sable, un en on-prem sur une 2021 et un bac à sable en cloud public sur une 2508. Ok. Donc à chaque fois, tu mets dans le groupe WhatsApp, quand tu vas te connecter, tu as un user et le code pour que moi je puisse savoir, parce que comme tu peux le savoir, les accès SAP souvent sont assez réglementés et je préfère m'assurer que les gens ne diffusent pas ces codes-là, parce que SAP est très vigilant, voire que je vous donne les bacs à sable, je n'ai pas le droit de les partager. Donc je les partage parce que je veux que les gens montent en compétences, mais l'association est souvent pas tapée par SAP, mais limite le service juridique de SAP ne voit pas d'un très bon œil une association qui aide les gens. Voilà. Ok, d'accord. Donc ici, tu as vraiment un espace où tu peux poser toutes les questions. Les groupes WhatsApp est prévu pour ça. Que ce soit. Alors, la seule chose que je demande, c'est, bon, après, je le verrai bien, que le groupe WhatsApp ne soit pas là pour ceux qui sont consultants SAP lorsque vous êtes bloqué sur des tickets. Je ne suis pas là pour répondre à des problématiques vraiment. Si à la fin, je peux le transcrire dans un déroulé, je le ferai. Mais j'essaye de faire en sorte que l'information soit le plus partagée. L'objectif, c'est pas de faire du cas un pour un, mais c'est qu'à chaque fois, bah, toutes les réponses, je les ferai pour tout le monde. Donc une question, bah, je réponds et qu'elle soit diffusée à que ce soit le débutant, ou ça peut être des questions sur bah, des sujets où tu dis, bah, tiens, sur du on-prem, là, je suis confronté à une problématique suivante. Bah, ça peut être pertinent de la partager à tout le monde. Voilà. Donc, il n'y a pas de tabou sur les questions, ce que je veux dire. Ok, d'accord. Donc une vraie communauté de pratique où on C'est échange et ça. la finalité, l'objectif, c'est que tout le monde grandisse, quoi. C'est de se dire que on a une grosse communauté plutôt anglophone et essayer de structurer quelque chose qui est plutôt sur le francophone et que bah, le français étant notre langue et c'est plus facile de communiquer dans celle-ci et qu'aujourd'hui, bah, quoi qu'on en dise, on a encore beaucoup trop de consultants qui sont sur l'ECC et qui n'ont pas encore l'esprit Fiori, Cloud Public, CBC et de se dire Je te vraiment confirme, ouais. voilà, d'avoir des gens qui tout de suite bah, parce que dans les ESN, bah, je peux comprendre et que l'objectif, c'est que bah, le gros parc, on a encore, je sais pas, plus de la moitié du parc, ou même plus que ça, Plus que 75% ça, qui est ouais. encore sur de l'ECC. Et c'est ce qu'on voit avec Alexandre.
Bonin quand je fais mes lives, mais c'est que quand demain on va te mettre sur un projet S4, bah, tu seras plus à l'aise si tu maîtrises déjà la solution S4 que si tu la maîtrises pas. Et ça te montera plus vite. Et si demain tu dis, bah tiens, le nerf de la guerre, on sait tous, hein, c'est quand même ton évolution salariale, bah, ça sera plus facile de monter les échelons si tu es capable de dire, moi sur un projet, moi la méthode Activate, je la connais, je suis capable de faire un DCD, je connais les scope items, je sais dérouler les processus, je sais faire du CBC. Voilà, tu dis, bon, bah ok, ce gars-là, on peut le mettre tout de suite sur un projet en public cloud Mhm. ou sur un projet sur S4. Ouais, j'entends. Voilà. Donc le but, c'est ça, c'est de se rendre le plus rapidement opérationnel. Et donc, vous venez tous un peu d'horizons un peu différents? Vous êtes Il y tous a déjà des consultants? vraiment plein de profils très différents. Mais de tous les niveaux. Voilà. Donc moi, j'essaye d'apporter les petites connaissances que j'ai sur SAP. Moi, déjà, voilà, depuis 7 ans, je fais que du S4. Je fais encore un petit peu de CC pour les, voilà, notamment avec Laure, avec qui j'interviens chez Nachi, donc avec Aix-en-Provence. Et voilà, parce que Ouais, je connais c'est bien, un, je suis voisin. voilà, donc C'est un voilà, client. donc c'est un client sur lequel j'interviens. Bon, voilà, mais pour moi, le CC, c'est plutôt une régression, mais le but, c'est vraiment de faire que du S4. Donc moi, j'en ai fait 7, j'ai fait sur du retail, sur du cloud public, du cloud privé. Donc tout ce que je peux apporter comme trucs et astuces et retour d'expérience, bah, je le partage. Je le partagerai d'autant moins. Je le partage sur LinkedIn énormément, mais je partage encore plus dans le groupe et vous pouvez m'accéder. Et c'est pour ça que le groupe, poser encore une fois, tu peux poser vraiment toutes tes questions. Ok, c'est compris. Je pense que j'ai compris l'idée. Voilà. Et si tu as envie d'avoir un plan de formation personnalisé, bah avec Julie, pareil, on va te construire un plan de formation. Tu nous dis combien de temps tu as à y consacrer par semaine et quels sont plutôt le module de prédilection. Donc et on va te faire un plan de formation à 12 mois. Après, tu le suis ou tu ne le suis pas. Mais nous, on va te dire, voilà, les scope items qu'il faut absolument que tu révises. Tu nous dis, est-ce que tu veux plutôt faire du cloud public ou du cloud privé ou sur du on-prem, et on te fait un truc sur mesure pour pouvoir y arriver. Ouais, je pense que c'est un premier objectif. Enfin, le premier objectif, c'est de trouver un objectif déjà. Voilà. Et de Donc, tu de choisis un s'y tenir. module et le nombre, surtout très important, par semaine. Alors, soit ambitieux, mais en même temps réaliste. Tu vois, Oui, je pense qu'avec ton boulot, je pense pas que tu arrives à te dégager 35 heures par semaine pour faire ça. ouais, ça Après, sauf dépend. si tu as intérêt comme moi et que tu fais 90 heures par semaine, mais je ne demande pas à ce que tout le monde fasse Non, les non, mêmes heures que moi. j'aime dormir. Ouais, j'aime dormir. Voilà. Ok, d'accord. Bon, on en reparle alors. Ok, je vais réfléchir à ça. Tac. Ok. Bon, merci en tout cas pour l'accueil et puis Bah voilà, donc sache ravi que de pouvoir voilà, rencontrer. on a encore une réunion, c'est 2 fois par semaine, donc le mardi et le mercredi. Donc si tu peux te joindre, on enregistre tout et après je le partage en mode uniquement pour les membres sur la chaîne YouTube pour avoir le compte rendu et le, la vidéo. Donc comme ça, Ok, si tu as besoin, tu l'auras, je vais la repartager dans le groupe WhatsApp. Donc dès qu'elle est prête, je le partage en WhatsApp. ok, d'accord. Voilà. Est-ce qu'on est à jour sur les replays? À ma connaissance, oui. Mais si j'en ai oublié, je pense pas. Je pose la question parce que le mardi, c'est OK pour moi. Et le mercredi, j'ai des cours qui reprennent de 18 à 20. Donc, je vous reprendrai en replay pour les mercredis. Ouais, bah, je remets à chaque fois, moi, je partage euh, soit le mercredi ou le jeudi. Après, ça dépend de mon calendrier. Par exemple, demain, je suis toute la journée en comité de direction. Donc, voilà, c'est en fonction de mon emploi du temps et ça sera fait dans la semaine. Donc, ce soit donc, celui de mercredi sera plutôt jeudi. Voilà, le Sinon, je replay. demanderai à mes petits camarades, là. Voilà. Une question, Michael. Oui. Les vidéos pour les membres, les vidéos YouTube pour les membres, il faut un autre abonnement à part ou Non, c'est pour les verrouiller parce que certaines doivent faire l'objet d'une anonymisation de certains et je dois vérifier que celles-ci peuvent être publiées sur la chaîne parce que une fois on a publié malencontreusement une vidéo sur laquelle j'avais pas masqué, il y avait certaines données qui appartenaient au client
Et ça peut faire très mal, parce que là, c'est directement les avocats qui nous tombent dessus. Donc, je fais toujours attention sur ce que je peux publier pour être sûr que ce que j'ai fait, c'est bien quelque chose qui est sur un environnement de démo et pas une vidéo que j'ai fait chez un client. Donc, il faut toujours me dire, voilà, cette vidéo-là, je la regarde et après, si c'est bon, je les mets en disponible. Donc, il y en a certaines sur la BAP qui sont encore sur membre, mais c'est juste que je dois vérifier parce que je crois qu'il n'y a pas encore les sous-titres. Donc, certaines, je mets aussi les sous-titres. Donc, c'est parce qu'elles ne sont pas finalisées. Donc, toutes celles sur la BAP, la création, elles vont bientôt l'être. Ça va être fait dans le mois. Il y en a certaines sur SIM. Mais ça, c'est vraiment des vidéos très, très particulières sur du concurrent du SIM. Tout le monde n'utilise pas forcément ça, sauf si tu me dis, bah, moi, je veux absolument monter en compétence sur du SIM ou sur du concurrent. D'accord, Mais, mais les vidéos. Pardon. mais ces Mais les vidéos. vidéos-là, non, pareil, tu fais un petit mail à Julie et je te dirai si celles-ci, elles sont, mais vous savez pas à souscrire, c'est pour les verrouiller. D'accord. Ah, ok, c'est clair. Mais voilà, c'est parce que ça serait le même principe que sur un site web où c'est marqué en travaux. Et pour l'instant, j'ai pas eu le temps de les finaliser. Parfait, c'est clair. Merci. Ah, ouais. Donc à chaque fois, hein, faites un petit mail au cas où, si j'ai pas le temps de regarder aussi, parce que Julie non plus, elle fonctionne plus par mail. Moi, je fonctionne beaucoup par WhatsApp et elle fonctionne plus par mail. Voilà. Je vous dis à demain pour ceux qui seront là demain. Encore une fois, merci pour tout. Ouais, Ah, de merci rien. beaucoup, Merci Michael. bien. Bonne soirée. À demain. Merci, bonne soirée. Merci. Bonne soirée.